plus! Il est coincé! Par ici! On y va! Ne bougez plus! Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il est fou! Aux urgences, le calme vole en éclats lorsqu'une femme enceinte arrive, la gorge lacérée et le corps couvert de sang. Les médecins pensent à l'attaque d'un animal sauvage. Avant même de pouvoir la stabiliser, les contractions commencent. Dans l'urgence, l'équipe pratique une césarienne et un petit garçon naît en parfaite santé, tandis que sa mère lutte encore pour survivre. Des années plus tard, un jeune couple se rend à ce qui ressemble à une fête clandestine. Mais au lieu d'une boîte de nuit, ils découvrent un immense entrepôt frigorifique où des carcasses pendent au plafond. À l'entrée, un agent de sécurité leur barre le passage jusqu'à ce que la jeune femme embrasse son compagnon avec une intensité troublante. Ce n'est qu'après ce geste qu'ils sont autorisés à entrer. À l'intérieur, la musique frappe les murs métalliques, les néons clignotent et le garçon perd sa partenaire dans la foule. Lorsqu'il la retrouve enfin, un danseur le bouscule violemment. Autour de lui, les regards deviennent froids, presque menaçants. Une étrange substance rouge goutte du plafond et tombe sur sa main. Puis les sprinklers s'activent et inondent la piste d'un liquide épais qui n'a rien d'ordinaire, révélant bientôt qu'il s'agit de sang, tandis que la foule exulte sous cette pluie écarlate comme si elle participait à un rituel macabre. Pris de panique, le garçon trébuche sur le sol glissant, tandis que les rires et la musique se transforment en cauchemar. Il rampe vers la sortie, mais reçoit des coups de la foule en transe. Soudain, ses mains heurtent une lourde botte. En levant les yeux, il découvre une silhouette sombre, Blade, le chasseur de vampires. La pluie de sang cesse aussitôt et les fêtards hésitent, sentant que quelque chose vient de basculer. Le massacre commence alors sans avertissement. Lorsque le chef des vampires apparaît enfin, Blade l'affronte sans hésiter, le plaque contre le mur et le cloue avec des pieux en argent avant de le brûler vif, mettant fin au massacre. À l'arrivée de la police, il ne reste qu'un corps calciné et un survivant traumatisé au milieu du sang, tandis que Blade a déjà disparu dans la nuit. Le cadavre est transféré à l'hôpital pour examen. À la morgue, les médecins commencent l'autopsie, mais le corps se réanime soudain, attaque un infirmier, puis se retourne contre la médecin venue analyser l'étrange sang, prolongeant l'horreur au cœur même de l'hôpital. La médecin tente de fuir, mais le vampire la rattrape et enfonce ses crocs dans son cou. Le couloir s'agite soudain lorsque Blade surgit et tranche le bras de la créature d'un coup net. Furieux, le vampire brise une fenêtre et disparaît dans la nuit. Blade se tourne vers la médecin mordue et lève son arme pour abréger ses souffrances, mais le souvenir de sa mère, première victime des vampires alors qu'elle était enceinte de lui, le frappe de plein fouet. Incapable de tirer, il baisse son arme, la saisit et s'enfuit sous les balles de la police. Il trouve refuge dans une planque secrète où les attend son mentor, Abraham Whistler. Le vieux chasseur examine la blessée et prévient qu'elle risque de se transformer. En découvrant son badge, il lit son nom, Karen Johnson, et explique qu'il existe peut-être un moyen de ralentir l'infection. Il prépare alors une injection à base d'extrait d'ail, un traitement douloureux capable de freiner la mutation. Karen se tord de douleur tandis que le produit brûle ses veines. Pendant ce temps, le conseil des anciens vampires se réunit pour évoquer le carnage de la soirée sanglante. Leur chef désigne Blade comme responsable, le redouté Daywalker, un hybride qui traque les siens. Les anciens convoquent alors Deacon Frost, jeune dirigeant ambitieux d'une maison vampire mineure, lui aussi métis, transformé plutôt que né, et marqué par ce statut. Le conseil accuse Frost d'avoir attiré Blade et menacé leur monde secret, mais lui rêve d'un monde dominé par les vampires et quitte la réunion avec défi. À la planque, Blade s'équipe en essence d'ail et augmente la dose de son sérum pour contrôler sa soif de sang. Karen reprend conscience, encore humaine, et s'approche de son épée avant de reculer face aux pointes dissimulées. Whistler étudie ses notes, tandis que Blade se fait injecter son sérum. Ils finissent par lui révéler leur mission, traquer et éliminer les vampires partout où ils se cachent. Confrontée aux cadavres brûlés qui refusaient de mourir, Karen accepte enfin la réalité. Whistler lui montre alors leur arsenal, armes en argent, ail et un puissant projecteur ultraviolet capable de réduire les vampires en cendres. Blade accepte de tester le projecteur sur le terrain, tandis que Whistler avertit Karen. Les vampires n'oublieront jamais son visage, elle ne sera plus jamais vraiment en sécurité. Avant de la laisser partir, il lui donne un petit spray à l'ail et un dernier conseil.
Si la faim se fait sentir, mieux vaut rester maître de sa vie que de devenir un monstre. Pendant ce temps, l'ancêtre vampire Gitano surprend Frost dans les archives interdites. Le jeune vampire parcourt d'anciens manuscrits sur des ordinateurs modernes, à la recherche de secrets que les anciens protègent depuis des siècles. Furieux, Gitano le frappe, mais Frost refuse d'expliquer ses plans et se contente de sourire tandis que l'ancêtre s'éloigne. Les ordinateurs continuent à décrypter les textes oubliés, révélant la voie dangereuse qu'il a choisie. Blade raccompagne Karen chez elle, la mettant en garde, reste vigilante. Dans l'ascenseur, elle remarque plusieurs inconnus portant des tatouages identiques sur le cou. À sa sortie, deux la suivent quelques pas, puis disparaissent. De retour dans son appartement, elle n'a guère le temps de souffler avant qu'on frappe à la porte. Un policier se tient là, mais quelque chose semble étrange. Le policier a un regard glacial et avance avec menace. Karen tente de le repousser avec son spray à l'ail, mais rien ne se passe. Blade surgit alors et révèle la vérité. L'homme n'est pas encore un vampire, c'est un familier, le serviteur de Deacon Frost, reconnaissable au tatouage sur son cou. En bas, le coffre de sa voiture renferme des glacières pleines de sang de donneur. Alors que Blade s'apprête à agir, le familier s'échappe dans la rue. Karen rejoint rapidement Blade dans sa voiture, refusant de retourner chez elle et déterminée à continuer sa recherche de remèdes. Plus tard, ils aperçoivent le familier regagner sa voiture, les conduisant à travers la ville jusqu'à l'entrée d'un club de vampires cachés, gardé par des sentinelles. Ce lieu n'est pas seulement une boîte de nuit, c'est une crypte. Blade arme Karen d'un pistolet chargé de balles en argent et pénètre à l'intérieur comme s'il en était le maître. Il faut enlever la sécurité de votre arme qui est chargée de balles fourrées à l'ail. Il faut viser la tête ou le cœur. Si on vise ailleurs, on l'a dans l'os. J'entends ma tête. Est-ce que vous avez une invitation? Cadeau. Après l'avoir brutalement maîtrisé, Blade relâche le familier et conduit Karen dans le passage caché. Ils descendent en ascenseur jusqu'aux archives où Frost décryptait les anciens textes vampires. Pendant ce temps, le familier rejoint le Penthouse privé de Frost. Une fête y bat son plein, mais le chef vampire reste fixé sur son ordinateur. Les dernières pages d'une prophétie séculaire sont presque déchiffrées. Sur l'écran apparaît une étrange structure circulaire, ornée de symboles et d'espaces vides, destinés à des personnes portant des signes particuliers sur leur corps. Les détails restent mystérieux, mais la forme et les marques suggèrent un rituel. Quelque chose de dangereux se trame. Le familier interrompt Frost et lui révèle tout, la vérité sur Blade et Karen. Frost reste un instant silencieux, puis se jette sur le familier, le vide de son sang et jette son corps dans la piscine au centre de la pièce. Parmi les invités, un visage inattendu, Quinn, le vampire que Blade avait brûlé et mutilé plus tôt, devenu le bras droit de Frost. Sa main manquante rappelle leur précédent affrontement. Deacon Frost ordonne, Blade doit être capturé vivant. Dans les archives, Blade et Karen suivent l'odeur jusqu'à sa source. Devant un moniteur lumineux se tient Pearl, un archiviste grotesque, semblable à un monstre bouffi, ses chairs pâles débordant de la chaise. Sur l'écran, il explique le diagramme décrypté à Frost, un ancien rituel. À l'apparition de Blade, Pearl tremble de terreur, grogne et crie à la caméra que le chasseur est là pour le tuer. Frost, impassible, lui ordonne de mourir avec un peu de dignité et coupe le flux. Blade et Karen interviennent, activant le projecteur ultraviolet. Le rayon brûle instantanément la peau de Pearl, la carbonisant sur place, tandis que ses cris résonnent à travers la salle. Sous la lumière brûlante, l'archiviste finit par parler. Il révèle le plan de Frost, un ancien rituel destiné à réveiller le dieu du sang, la Magra. Pour le mener à bien, Frost a besoin de 12 vampires de sang pur, et d'un autre élément encore inconnu. Blade saisit une datadisque dans les archives et ordonne à Karen de surveiller Pearl. Au moindre mouvement, elle devra le griller à nouveau. En avançant dans la section interdite, Blade découvre une porte verrouillée et décide de la faire sauter, ignorant les protestations paniquées de l'archiviste. Karen le frappe d'un flash de lumière UV, le laissant carboniser mais vivant. L'ouverture révèle les manuscrits originaux. Alors que Blade pénètre dans la salle, une jeune fille assise attire son attention. En un instant, elle attaque, le projetant à travers la pièce et brisant une vitrine. Quinn arrive avec d'autres vampires, son visage marqué affichant un sourire triomphant. Le combat éclate rapidement, mais la chance tourne contre Blade. Une chaîne se referme autour de son cou, le traînant contre un pilier. Karen est capturée à son tour. Quinn s'avance, exhibant fièrement sa main régénérée, celle que Blade lui avait coupée à l'hôpital. Les vampires l'entourent et l'intentent de saisir l'épée de Blade. Ses pointes défensives jaillissent,
tranchant instantanément la main de l'intrus, mais les spectateurs s'en moquent, elle repoussera. Quinn savoure sa revanche, plantant 2 pieux en argent dans les épaules de Blade et se moquant de lui comme il avait été lors du Bloodbath Massacre. Les rires éclatent dans la pièce, mais leur victoire est de courte durée. Un petit écouteur crépite dans l'oreille de Blade. Peu après, l'ancien chasseur fait irruption dans le bâtiment. Boitant mais implacable, il ouvre le feu avec une précision meurtrière, abattant les gardes vampires. Profitant de la distraction, Blade et Karen se libèrent et plongent par le trou créé par Whistler. Les 3 s'engouffrent dans un tunnel de service menant au métro de la ville, tandis que Whistler y jette un explosif. La détonation secoue la salle juste au passage d'un train, bloquant toutes les issues. Un fragment heurte Whistler au visage, mais il continue. Blade et Karen sautent dans le tunnel, slalomant entre les trains rugissants. Dans cette course effrénée, vampires et chasseurs s'affrontent entre les rails. Un par un, les créatures tombent. Quinn perd une main avant de percuter la rame suivante de plein front, son crâne cognant contre les wagons. Blade et Karen s'accrochent à la dernière voiture d'un train lancé à toute vitesse et disparaissent dans la nuit, laissant les vampires survivants derrière eux. De retour à la planque, Blade s'injecte une nouvelle dose de sérum et explique à Karen qu'il n'est pas un vampire complet, mais quelque chose d'autre, un hybride entre les deux mondes. Plus tard, Whistler raconte à Karen leur passé. Il explique qu'il a rencontré Blade à 13 ans, errant dans les rues et se nourrissant du sang des vagabonds. Whistler a failli le tuer, le prenant pour un vampire, avant de découvrir la vérité. La mère de Blade avait été mordue pendant les derniers jours de sa grossesse. Elle est morte en donnant naissance, et l'attaque a modifié les gènes de son enfant. Le résultat, un hybride unique, un Daywalker. Blade possède la force et la vitesse d'un vampire, peut marcher au soleil et résister à l'argent, mais sa malédiction est la soif. Une faim qui ne disparaît jamais. Aujourd'hui, le sérum lui apporte à peine un répit. Whistler confie aussi son passé tragique. Un vampire avait massacré toute sa famille, un invité qu'il avait naïvement accueilli. Depuis, il a juré de traquer ces créatures jusqu'à son dernier souffle. Il prévient que quelque chose de majeur se prépare dans le monde des vampires, et tous les signes pointent vers Deacon Frost. Quand Karen pénètre dans la chambre de Blade, elle dit enfin comprendre qui il est. Il répond doucement qu'elle ne peut tout savoir. Il n'est pas humain, pas complètement. Elle tente de le convaincre du contraire, mais il admet que sa mission a toujours été personnelle. Depuis toujours, Blade traque le monstre qui a attaqué sa mère et fait de lui ce qu'il est. Aux pantous de Frost, Quinn revient humiliée. La compagne de son maître se moque de lui en mordant sa main régénérée. Frost lui rappelle que Blade doit être capturé vivant. Peu après, les vampires exécutent une démonstration brutale. À l'aube, un prisonnier encapuchonné est traîné sur une plage déserte. C'est Gitano, le vieux chef du clan. Frost lui arrache les crocs, le dépouille et le force à s'agenouiller face au soleil. Les premiers rayons l'embrasent et son corps éclate en cendres. Main dans la main avec sa compagne, Frost contemple l'exécution comme une cérémonie de couronnement. Lors du conseil suivant, il arrive avec les crocs de Gitano et réclame 12 volontaires pour un rituel spécial, dernière étape pour réveiller la Magra. De retour à la planque, Blade et Whistler étudient les trésors volés aux archives. Blade montre un fragment de parchemin contenu dans la datadisque. Whistler promet de décoder le plan de Frost, tandis que Karen, plus déterminée que jamais, prépare un nouveau composé capable de faire bouillir le sang des vampires. Le test sous microscope se termine par une explosion, brisant le verre. En prélevant le sang de Blade pour l'analyser, Karen découvre une autre vérité. Whistler est mourant d'un cancer. Même derrière son apparence dure, le temps de l'ancien chasseur est compté. Plus tard, en examinant la morsure qui guérit sur son cou, Whistler la retrouve et l'avertit. Si l'infection s'installe, elle pourrait se transformer en un jour ou deux. Elle lui demande de ne pas l'enterrer avant que ce soit certain. Blade part réapprovisionner son sérum. Dans les rues de la ville, il croise enfin Deacon Frost en plein jour, la peau enduite d'un écran solaire épais. Une petite fille asiatique est retenue captive par sa main. Frost s'avance calmement, arrogant, déclarant que les humains ne sont que du bétail, tremblant devant les chasseurs comme Blade. Il proclame les vampires race supérieure, destinés à régner sur la Terre. Blade ne fléchit pas observant les symboles du rituel, il ne voit en Frost qu'un prétendant insignifiant. D'un geste cruel, Frost pousse la fillette dans la circulation et s'enfuit. Rentre chez ta maman. Pendant que le chasseur poursuit Frost dans les rues,
Karen et Whistler continuent de tester le sérum expérimental dans la planque. Elle espère que la formule pourrait guérir les nouveaux vampires et peut-être même supprimer la soif de Blade. Mais avant qu'il ne termine, la planque est attaquée. Quand Blade revient, il découvre le lieu saccagé. Karen a disparu. Dans la pénombre, Whistler, recouvert d'un drap maculé de sang, s'accroche à la vie juste assez pour laisser un message. Frost a pris Karen et compte déclencher un apocalypse vampire pour éradiquer l'humanité. Il révèle que Blade lui-même est la clé pour invoquer la Magra. Whistler supplie Blade de mettre fin à ses jours avant que l'infection ne le transforme. Hésitant, le chasseur finit par poser son pistolet chargé entre les mains de son mentor. Un coup de feu résonne dans l'entrepôt vide. Karen, désormais entre les mains de Frost, affronte le chef vampire. Il la provoque, suggérant que Blade l'a déjà réclamé, puis lui offre un choix, la transformation ou la mort. Elle répond avec défi, affirmant qu'elle survivra à la morsure et se guérira elle-même. Frost rit de sa confiance, la traitant de folle. Quand elle le qualifie de corrompu et non d'évolution véritable de l'espèce, sa façade se fissure. Il déverse sa rage sur la Magra et l'apocalypse à venir, prétendant qu'aucun sérum ne pourra l'arrêter. Quelques instants plus tard, le rugissement des moteurs et les coups de feu annoncent l'arrivée de Blade. Le chemin dégagé, Blade pénètre dans un hall éclatant. Au centre, un ordinateur diffuse en boucle le plan complexe de Frost pour invoquer la Magra. Des ombres glissent alors et un lit mécanique s'ouvre. Allongée dessus, une femme qu'il n'attendait pas, sa mère, vivante et souriante. Elle révèle que Frost l'a mordue et qu'elle est restée avec lui depuis. La révélation laisse Blade vulnérable. Les vampires l'assaillent de toutes parts, le frappant avec des bâtons électriques jusqu'à ce qu'il s'effondre. Lui et Karen sont jetés dans un camion, enchaînés et meurtris, tandis que le convoi se dirige vers le site du rituel. Pendant le trajet, Karen murmure qu'elle pourrait avoir un remède contre le vampirisme, mais prévient que cela priverait Blade de tous ses pouvoirs. Arrivés au temple, les prisonniers sont traînés au centre d'une immense salle souterraine, entourés des membres du conseil vampire, désormais captifs de Frost. Queen fait tomber Blade à genoux. La soif le consume, et il peine à entendre les moqueries de ses ennemis. Frost s'amuse avec ses armes, faisant tourner son épée et examinant les seringues. Pensant que le sérum de sang bouillant est destiné aux Daywalkers, il les jette négligemment. Karen est précipitée dans un puits sombre sous le temple, où un vampire aveugle et à moitié sauvage rampe vers elle. Dans cette silhouette déformée, elle reconnaît son ancien collègue de l'hôpital, désormais réduit à un monstre. Il tente de parler, mais elle riposte, l'écrasant avec un os massif avant de grimper hors de la fosse pour retrouver Blade. Pendant ce temps, Blade est enfermé dans une cage monumentale, un dispositif qui aspire son sang comme un presse-agrumes vivant. Sa mère referme doucement la chambre, demandant pardon et l'appelant Eric, avant d'avouer qu'elle a depuis longtemps cédé à la faim. Le rituel commence. Les anciens vampires sont disposés en cercle parfait. Des canaux dans les murs se remplissent du sang de Blade, rejoignant des motifs sculptés dans la pierre. Des étincelles d'énergie sombre parcourent le temple. Quand Karen parvient à ouvrir la chambre, le processus est déjà en cours. Blade s'effondre, faible et à peine conscient. Karen prend une décision désespérée. Elle lui propose de boire son sang pour retrouver ses forces. D'abord réticent, le Daywalker comprend qu'il n'a pas d'autre choix et mord son cou, un flux de puissance revenant immédiatement dans son corps. Au-dessus, des gouttes de sang tombent sur le front des membres du conseil. Frost s'avance au centre du cercle rituel, levant les bras alors que la dernière goutte tombe. La foudre traverse la salle, et la transformation commence. La mère de Blade se jette sur lui, furieuse qu'il ait échappé. La bataille pour la survie éclate. Karen tire avec un fusil, faisant chuter un garde de Frost dans l'abîme, tandis que Blade, pleinement restauré, met fin d'un coup décisif à l'existence maudite de sa mère. Les anciens vampires sacrifiés hurlent alors que leurs esprits squelettiques fusionnent avec Deacon Frost, complétant sa transformation en la Magra. Poussé par la rage, Blade traverse la salle inondée de sang pour affronter le dieu noir nouveau-né. Il élimine Queen avec précision, récupérant ses lunettes et décimant les vampires restants. Karen rejoint le combat, aspergeant la compagne de Frost d'extrait d'ail, provoquant une explosion sanglante de sa tête. Enfin, Blade se confronte à Frost dans un duel d'épées intense et retentissant. Blade porte un coup parfait, tranchant Frost en deux, mais le corps se reforme instantanément. La régénération de la Magra défie même la puissance de son épée légendaire. Alors il se souvient des fioles,
le sang bouillant de Karen. Il lance son épée, embrochant les seringues à travers la salle. D'abord incertain, le mécanisme caché de l'arme s'active, propulsant les fioles directement entre ses mains. En un éclair, il injecte le sérum dans le corps de Frost. Le dieu vampire convulse, sa chair bouillonne, puis une pression monstrueuse le fait exploser en un nuage de sang et de cendres. Le temple tombe dans le silence. Blade et Karen s'échappent sur le toit, la ville illuminée sous la nuit. Elle jure de poursuivre ses recherches pour un remède, tandis que Blade ne cherche que plus de sérum pour contenir sa soif. La dernière image montre le Daywalker à Moscou, affrontant un vampire dans la neige, rappelant au monde que sa guerre est loin d'être terminée.